Bonjour à tous. Écosse, l'engrenage mortel d'une vengeance amoureuse. Explication dans cette vidéo. Dans les brumes de l'aube, les berges du Loch of Kinordy, en Écosse, devraient sentir la mousse fraîche et la tourbe. Ce 7 juin 2018, le marais pue le pneu brûlé. À 4h50 du matin, en se garant sur le parking de cette réserve naturelle, c'est Victoria Turnbull, la directrice de la Ligue royale de protection des oiseaux, qui y découvre la carcasse encore fumante d'une voiture. Elle s'en approche avec dégoût. À dire vrai, ce n'est pas la première fois que des gens de la ville voisine viennent abandonner des déchets dans ce lieu préservé et sauvage. Sauf que cette fois, il ne s'agit pas d'un ou deux sacs poubelles, c'est une grosse cylindrée, calcinée jusqu'à la tôle, blanche de cendre, qu'on a jugé bon d'incendier ici. En attendant le groupe d'ornithologues amateurs qu'elle doit guider, Victoria fait le tour de l'épave. Et pousse soudain un cri d'horreur. Du coin avant-droit dépasse le corps d'un homme, jeune et barbu. Ses jambes carbonisées sont écrasées sous la carrosserie. Son torse et son visage, boursouflés par le feu, portent les traces d'un véritable supplice, lacération, coupure profonde, marque de coups. La matinée promise à l'observation des oiseaux tourne au cauchemar. Victoria Turnbull compose le 999 d'une main tremblante. Très vite, le secteur est bouclé, la police scientifique se met au travail. La voiture est une BMW série 1 immatriculée S73 VED. De la plaque, on remonte au propriétaire, qui s'avère aussi être la victime, Stephen Donaldson, 27 ans. Un habitant sans histoire de la ville d'Arbroath, distante d'une vingtaine de kilomètres. Donaldson travaillait pour l'industrie pétrolière, qui a fait la fortune de cette région d'Écosse. Spécialiste des matériels de forage utilisés sur les plateformes du monde entier. Il gagnait jusqu'à 15 000 € par mois et se signalait pour son exactitude, son sérieux, le soin qu'il mettait à faire son métier. Des fréquentations douteuses? Des activités louches? Des addictions? Apparemment, rien de tout cela. Et pourtant ce brillant jeune homme est mort brûlé sous sa voiture, littéralement massacré. Comme s'il avait été victime d'un règlement de compte crapuleux. Selon l'autopsie, on l'a frappé à la nuque avec une batte de baseball. Si violemment que sa moelle épinière s'est rompue en deux endroits et la batte aussi. Une lame large, redoutablement aiguisée, lui a ouvert la gorge. On dénombre 26 coups de couteau sur son cadavre. De ce tableau affreux, les enquêteurs tirent deux conclusions. La première, c'est qu'il y avait plusieurs agresseurs. La seconde, c'est qu'il haïssait Stephen. Dans son entourage professionnel, nul ne correspond à ce profil. Ses collègues l'estimaient. Son employeur venait de lui proposer une promotion à Dubaï. Dans le domaine sentimental, en revanche, il y a une suspecte assez convaincante. Son ex, Tasmin Glass, une serveuse de 20 ans qui rêve de devenir chanteuse et est aussi frivole, aussi dépensière que Stephen était sage. C'est d'ailleurs ce qui a conduit à leur rupture. À l'origine, Stephen et Tasmin partageaient une passion commune pour la moto et les sports mécaniques. Stephen avait offert à la jolie brune une Volkswagen Sirocco. Un coupé sportif avec lequel elle a parcouru à fond de train tous les chemins creux de la région, avant de le bousiller contre un talus. L'assurance lui a pourtant remboursé environ 7 000 €. Stephen, qui avait réglé la facture, a demandé à Tasmin de lui reverser ce montant. C'est là qu'elle s'est révélée sous son vrai jour. Elle a fait traîner les choses. Puis elle a avoué à Stephen qu'elle avait tout dépensé pour payer ses dettes, son loyer, ses cours de chant. Stephen a compris qu'elle ne le fréquentait que pour l'argent. Il a alors préféré rompre. Elle lui en a gardé une rancune inexpiable. Y a-t-il une preuve de l'implication de Tasmin Glass dans le meurtre? L'étude de ces échanges téléphoniques montre que le 6 juin, avant de se rendre à Kirrimuir, la ville près de laquelle on devait le retrouver mort le lendemain à l'aube, Stephen Donaldson a échangé avec Tasmin des dizaines de textos plutôt amicaux et détendus. Curieux, quand on sait que la jeune fille avait déjà un autre petit ami, un certain Stephen Dickey, un mécano de son âge. Les policiers acquièrent la certitude que ce Dickey est dans le coup, ainsi que son meilleur ami, Callum Davison, un petit dur de 24 ans. Le scénario qu'ils imaginent est le suivant, pour se venger de Stephen et éviter d'avoir à lui rembourser l'argent qu'elle lui doit toujours. Tasmin convainc Dickey et Davison que son ex la harcèle, qu'ils doivent l'aider à se débarrasser de lui. Puis elle fixe rendez-vous à Stephen à 23 h, sur une colline isolée de Kirrimuir, devant le parc Peter Pan. Dans la soirée, elle accompagne Callum chez son oncle pour y prendre une batte de baseball.
Une caméra filme leurs allées et venues, à bord de la Corsa orange de Tasmin, parfaitement reconnaissable. À 22h50, 2 témoins voient la même voiture se garer près du parc. À 22h53 arrive la BMW blanche de Steven. La suite? Les deux agresseurs, Dicky et Davison, se jettent sur le malheureux puis le frappent à coups de couteau et de batte de baseball. Ils le conduisent ensuite, dans sa voiture, jusqu'au parking du Loch of Kinordy, par des routes de campagne, tandis que Tasmin suit dans sa Corsa. Arrivés sur place, les trois complices balancent Steven à terre et le tabassent encore, si violemment que la batte se casse. Enfin, soit pour le dissimuler, soit pour faire croire à un accident, ils glissent son corps sous la voiture avant de l'arroser d'essence. Les flammes jaillissent, les pneus fondent. L'épave en flammes s'affaisse sur le corps. À 1h58, une caméra filme Callum rentrant tranquillement chez lui, à vélo. À 8h du matin, Tasmin prend son emploi de serveuse au coffee shop, sans trahir la moindre émotion. En fin de matinée, elle sert même des policiers qui arrivent tout droit des lieux du crime et discutent de l'enquête devant elle. L'après-midi, comme chaque jeudi, elle se rend à Blairgowrie pour son cours de chant. Son professeur la trouve très enjouée ce jour-là. En fin de journée, les meurtriers se retrouvent à l'Early Arms, un hôtel de Kirriemuir, pour accorder leur violon autour d'un verre. Le 8 juin, quand les enquêteurs les convoquent, ils racontent d'une même voix qu'au moment du meurtre ils passaient tranquillement la soirée ensemble, chez Callum, à vider des bières devant la télé. Malheureusement pour eux, Callum s'est déjà trahi. En rigolant, il a confié à un copain que la BMW de Steven était très agréable à conduire. Le copain, choqué, l'a répété aux policiers. Le 14 juin, 8 jours après le crime, les trois comparses sont arrêtés au petit matin. Et comme on pouvait s'y attendre, s'ils finissent par avouer, c'est pour se rejeter la faute les uns sur les autres. Lors de leur procès, qui s'ouvre le 1er avril 2019 devant la Haute Cour d'Édimbourg, Dicky est le premier à livrer sa version des faits. Tasmin voulait éviter que Donaldson nous voie arriver ensemble. Alors on a fini de monter Kirrie à pied pendant qu'elle se garait à l'entrée du parc Peter Pan, à côté de la BMW de Donaldson. Quand on s'est pointé, on a entendu qu'ils étaient en pleine dispute, alors Callum s'est jeté sur lui pour le corriger. C'est lui qui a porté les coups mortels. Pas du tout, répond Davison, c'est exactement l'inverse. C'est Dicky qui lui a sauté dessus. J'ai d'abord cru qu'il se contenterait de le cogner un peu, mais quand il s'est retourné, j'ai vu qu'il avait du sang plein les mains. Les deux accusés ne sont d'accord que sur un point. Ils n'avaient jamais rencontré Steven Donaldson et n'auraient jamais pensé à lui faire la peau sans Tasmin Glass. La jeune femme est à son tour mise sur le grill. Fille unique d'un champion de moto et d'une directrice d'agence de relations publiques. Elle a toujours été choyée, protégée, encouragée. Elle commençait d'ailleurs à percer dans la musique avec son groupe, le Graham Brown Band. Pourquoi alors a-t-elle monté ce stratagème tordu pour faire exécuter son ex-petite amie? Je n'ai jamais fait appel à un tiers pour infliger de la violence, affirme-t-elle à l'audience. Je n'étais même pas présente au moment du meurtre. Steven était en retard, je ne l'ai pas attendu. Seulement en rentrant chez moi, j'ai fait la bêtise de parler de ce rendez-vous à Dicky et c'est pour ça que Davison et lui sont montés au parking, guetter Steven. Je ne voulais pas ça. La police met tout le monde d'accord en confirmant que les téléphones portables des trois accusés ont borné sur les lieux du crime, à la même heure. Steven Donaldson a bien été victime d'un acharnement collectif. Le juge demande que les écrans destinés au public soient éteints avant de faire projeter des photos du cadavre aux jurés. Effet immédiat, l'un d'eux devient livide et tourne de l'œil sur son banc. Avant de rendre leur verdict, les 15 membres du jury ont délibéré pendant 10 heures d'affilée. Le 3 mai 2018, ils ont condamné Dicky et Callum à la perpétuité. Tasmin s'en est tiré avec 10 ans de prison. Après avoir prononcé le verdict, le juge, Lord Pentland, a pris une disposition exceptionnelle. Il a dispensé les jurés de toute participation à un éventuel autre procès pendant 15 ans. Il leur faudra bien ça pour oublier les images insoutenables du corps supplicié de Steven Donaldson. Depuis le procès, Dicky a préféré tirer le rideau, il s'est suicidé en 2019, à la prison de Perth. Tasmin, elle, considère au contraire que le temps du pardon est venu. Elle vient de demander sa libération conditionnelle, après avoir seulement purgé la moitié de sa peine. Du côté de la famille de Steven, on se dit écœuré par son attitude. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.